Ok, donc bonsoir chers amis. Merci d'être venus si nombreux malgré la température. C'était normal. Et finalement, les gens du Conseil qui m'ont suggéré de ne pas nous recevoir à la maison du protestantisme, mais plutôt ici, ont eu raison. Parce que à la maison du protestantisme, ce serait peut-être avéré un peu étroit. Monsieur, vous êtes reconnu pour que l'on vous présente longuement et en détail. Vous êtes en effet l'un des experts sur l'Europe les plus demandés par les producteurs et animateurs d'émissions télévisées d'information. Vous êtes né en 1956 d'une famille marseillaise et après des études à l'IEP d'Aix, vous avez quelque temps été maître d'enquête au Conseil d'État, vous avez été extrait, si j'ai bien compris, pour devenir directeur de cabinet de René Monory au Sénat, puis conseiller spécial à la Commission européenne. Vous êtes par ailleurs au Conseil de surveillance d'Arte France, dont, je dois le dire, nous avons fini ici fondateur il y a quelques années, et nous apprécions la programmation. Mais votre grande œuvre, c'est évidemment la Fondation Robert Schuman. Il y a quelques jeunes, peut-être, dans cette salle, qui sont restés de la conférence précédente. Je ne doute pas de leur culture, et ils ne confondront pas votre Robert Schuman avec le musicien homonyme. Ce grand homme politique, donc l'homme politique, né en 1886 à Luxembourg, qui était sous-secrétaire d'État de la Troisième République, ministre de la Quatrième, notamment ministre des Affaires étrangères. À l'époque, il était président du Conseil des ministres, ce qui est aujourd'hui le Premier ministre. Robert Schuman est l'auteur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, concoctée avec la Belgique, l'Italie et le Luxembourg, d'où était originaire sa famille, et officialisée en 1950. Il a concocté ce projet en particulier avec Adenauer. Mais le projet, pour Adenauer, était beaucoup plus vaste. Il envisageait carrément une union, tant politique qu'économique, de la France et de l'Allemagne. Une véritable fusion avec Parlement commun, ce qui permettait de régler l'épineuse question à l'époque de la Sarre, sur laquelle l'Allemagne voulait récupérer sa souveraineté. Et Schuman a dû s'y opposer pour la France. La fusion, bien sûr, vous le savez, n'a pas eu lieu, et je laisse aux uchronistes le soin d'envisager ce que serait aujourd'hui l'Europe si les Français avaient accepté cette union directe avec l'Allemagne. Comme d'ailleurs s'ils avaient accepté tout simplement la communauté européenne de défense et le réarmement de l'Allemagne. Il n'empêche, les volontés convergentes de Schuman et d'Adenauer aboutirent donc à la CECA, qui fut ensuite à l'origine du marché commun, entré en vigueur en 1958, devenu vite Communauté économique européenne, et puis en 1992, Union européenne. Il était donc tout à fait légitime qu'en 1991, 2 ans après la chute du mur, que nous venons largement de célébrer, diverses personnes aient la bonne idée de donner son nom, le nom de Robert Schuman, à un laboratoire d'idées visant la promotion de la construction européenne. Des personnalités comme Alain Bauer, Raymond Barre, Jean-François Poncet, René Monory, Michel Albert ont été sur ces fonds baptismaux, et l'ancien sénateur Louis Young a présidé la fondation avant qu'en 2000, M. Giuliani, vous ne lui succédiez, si je ne me trompe pas. Les publications sont une lettre électronique, source d'actualité sur les institutions européennes et les États membres, publiée en 5 langues, et si j'ai bien compris, dans 200 000 exemples, enfin il y a 200 000 visionnaires. Une sorte de magazine hebdomadaire dénommé Questions d'Europe, qui complète l'actualité et publie des études comparatives, un observatoire des élections en Europe, et puis un rapport Robert Schuman, rassemblant des articles de divers responsables. C'est dire, M. Giuliani, si vous avez une lourde charge, d'autant que vous venez de m'apprendre que vous animez en plus un bureau d'études. Nous sommes donc particulièrement reconnaissants de vous avoir ce soir. Vous avez vous-même écrit, sauf erreur de ma part, une dizaine d'ouvrages, évidemment sur l'Europe, dont en 2012 un atlas permanent de l'Union européenne, en 2017 pour quelques étoiles de plus, évidemment vous parlez de l'élargissement, une politique européenne pour la France, et finalement la grande bascule en mars 2019, livre qui est présenté ici ce soir et qui est facilement lisible. Nous avons voulu avoir l'avis d'un Européen convaincu qu'il ne soit ni britannique ni membre de la Commission européenne, pour tenter de voir ce qui va se passer avec le Brexit. Et c'est finalement
la Grande-Bretagne va quitter l'Europe, ou si un nouveau référendum britannique, corrigeant le premier, la maintiendra éventuellement au sein de notre maison commune. Il ne faut jamais oublier qu'après les deux refus de De Gaulle, les Anglais ne sont entrés sous Edward Heath en 1973, avec un référendum en 1972, que sous la pression de leurs industriels pour avoir accès au grand marché, qu'ils y sont entrés à reculons. Et avec les travaillistes de l'époque, bien décidés, quand ils reviendraient au pouvoir en Angleterre, à refaire un référendum pour sortir. Il ne faut pas non plus oublier le I want my money back de Margaret Thatcher, qui voulait que l'Europe ne lui coûte rien. Ils ont bien entendu refusé l'euro, qui a pourtant finalement été, il faut toujours s'en rappeler, une affaire en or pour la City. De plus, leur remarquable capacité diplomatique a poussé l'Europe à des élargissements de plus en plus amples et rapides, avec le but secret, tel est mon avis, de paralyser de plus en plus l'intégration politique, et en cela, ils ont réussi merveilleusement. Bref, ceci devrait me pousser à dire qu'au fond, le Brexit est plutôt bon pour l'Union européenne. En même temps, je pense, à l'instar de l'ex-président de la Commission, Jean-Claude Juncker, que le Brexit est un triste événement en soi. Qu'il soit en accord ou sans accord, je prends d'ailleurs la décision référendaire britannique de 2016, à l'instar de l'élection de Trump, ou même du mouvement de nos Gilets jaunes ou de la révolte catalane, comme une des expressions de cette peur des peuples contre tous les événements mondiaux, y compris climatiques d'ailleurs. Une peur qui les conduit en premier lieu à se révolter contre ceux qui les dirigent, qui s'assimilent aux élites, et quelquefois à s'en mettre dans le même réflexe qu'en 1930, sans qu'on puisse évidemment assimiler les deux phénomènes, à des hommes qui leur paraissent charismatiques et qui en profitent pour tenter leur chance politique. Ma perplexité, monsieur Giuliani, vous dit combien nous espérons de vous ce soir un coup de projecteur sur ce Brexit qui pourrait malheureusement être le premier de quelques autres exits. Merci beaucoup de votre accueil, monsieur Ratouk. Merci infiniment de m'accueillir ici, dans ce prestigieux lycée. En réalité, vous me confiez une tâche compliquée, c'est-à-dire sonder les reins et les cœurs, voire les âmes de nos amis britanniques. Et à mon avis, c'est une tâche impossible. Alors, je vais quand même essayer au moins de vous faire partager la manière dont je comprends ce qui se passe, et je ne comprends pas toujours ce qui se passe. Il suffit de regarder quelques instants les séances de la Chambre des communes pour s'apercevoir que nos voisins d'outre-Manche sont extrêmement perturbés à leur tour, comme vous le dites très justement, par toute une série d'angoisses qui traversent nos propres sociétés en réalité. Je vais essayer de le faire en vous proposant quelques réflexions, et si vous voulez bien ensuite en échangeant pour essayer d'approfondir. À partir de deux réflexions. D'abord, de quoi le Brexit est-il le nom? Et deuxièmement, de quoi le Brexit veut-il s'abstraire, l'Union européenne? Alors, comme vous le dessiniez à l'instant, fort justement, finalement, nos amis britanniques sont frappés à leur tour des maux qui atteignent tous les grands pays du monde, et pas seulement les démocraties. Il suffit aujourd'hui de brancher votre téléviseur à 20h pour voir que du Chili à la Bolivie, en passant par la Russie ou l'Asie, partout, il y a des phénomènes qui, pour moi, correspondent, j'ai essayé de le synthétiser dans ce petit ouvrage sans prétention, correspond à une grande bascule du monde. Bascule, bien sûr, sur son axe. On voit bien que l'Asie, aujourd'hui, prend en quelque sorte le leadership, bascule aussi au sein de nos propres sociétés, du fait des évolutions récentes. Si je devais les résumer rapidement, je dirais qu'il y a des mutations absolument considérables à l'œuvre en ce moment, que les idéologies traditionnelles qui
faisait la différence entre les uns et les autres et animait finalement les débats politiques sur l'avenir. Les idéologies sont mortes pour l'instant, et que enfin tout cela correspond à une contestation générale des pouvoirs. Alors je m'explique, mutation, les grandes mutations, elles sont dues, ne nous y trompons pas, aux avancées extraordinaires de la science, qui jamais n'a pu additionner en aussi peu de temps autant de découvertes, et de découvertes qui sont transformées en technologies, qui sont accessibles au plus grand nombre. Nous avons tous dans notre poche un téléphone portable, nous avons tous ici vécu sans. Et donc nous voyons ce que ça change, surtout chez les jeunes générations, qui passent d'ailleurs des heures avec leur téléphone portable à la main, au point que quand on traverse la rue, désormais, il faut faire attention. Il y avait d'ailleurs un humoriste new-yorkais qui avait proposé aux jeunes new-yorkais un service payant, de les tenir en laisse pendant qu'ils regardaient dans la rue leur téléphone portable pour éviter de traverser quand il ne fallait pas. Donc, ce n'est qu'un exemple de toutes les avancées scientifiques qui sont extraordinaires et qui touchent tous les domaines et qui bouleversent en réalité toute notre manière de vivre en communauté, non seulement par la transmission de l'information, par la transmission du savoir, l'accès au savoir, qui fait de chaque citoyen quelqu'un qui a une idée sur tout, même un peu rapide la plupart du temps, mais aussi la manière de produire, la manière d'automatiser toute une série de choses dans nos sociétés, au point qu'on envisage désormais que les voitures pourront circuler sans chauffeur, ce qui, heureusement, n'est pas encore tout à fait le cas. Donc nous vivons cette période de transition, et les Britanniques, comme nous tous, sont traversés par cette période qui suscite des incertitudes, des interrogations, des angoisses, toutes simples. Mes enfants auront-ils un emploi ou seront-ils remplacés par des robots? Ont-ils les bonnes formations pour arriver à continuer à s'élever dans la société? C'est ce sentiment d'insécurité qui traverse toutes les sociétés aujourd'hui dans le monde, y compris les dictatures et bien sûr les démocraties, qui vraisemblablement a atteint à son tour l'île britannique, qui jusqu'ici était quand même le chantre du libéralisme mondialisé, du libéralisme à tout prix, à tout crin, au point d'avoir ouvert les frontières, ce que nous n'avons pas fait sur le continent, notamment lors de l'élargissement de l'Union européenne. Nous avons, pendant 11 ans, pris des mesures et des clauses de sauvegarde pour essayer de réguler une immigration massive qui venait de tous les pays nouvellement sortis du totalitarisme. Il y a des villes dans la province britannique aujourd'hui où il y a une majorité de Polonais ou de Baltes, qui explique aussi une sensibilité aux questions migratoires que nous reconnaissons bien ici dans le Midi, mais qui est encore beaucoup plus exacerbée au Royaume-Uni. Donc ce sentiment d'insécurité, il est aussi cultivé, nourri de ces incertitudes face à l'avenir. Jamais, je crois, le monde n'a connu autant de conflits, aussi peu de conflits majeurs depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale. Mais en revanche, nous avons connaissance de tous les petits conflits ethniques, des guerres civiles, et nous en avons même les images, les émotions, et de surcroît, cela suscite chez tout le monde un sentiment d'incertitude face à l'avenir qui crée une réelle insécurité. Et reconnaissons-le, ce ne sont pas ni les femmes ni les hommes politiques, ni même les intellectuels qui sont capables d'éclairer l'avenir. Tout le monde est un peu dans le brouillard. Et finalement, les champions du fog, que sont les Britanniques, qui avaient tendance à toujours être très confiants, très sûrs d'eux, eh bien, ils sont aussi dans le brouillard. Et l'on voit ressurgir, à l'occasion de ce débat sur le Brexit, on voit ressurgir de grandes angoisses qui remontent de tous les côtés de la société et qui divisent ce pays qui était quand même un pays souvent qui nous donnait l'exemple de l'unité,
on connaît la résilience du peuple britannique, ils l'ont montré pendant la guerre, on connaît leur dureté au combat, y compris dans la vie quotidienne. Eh bien aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont encore plus divisés qu'on peut l'être en France. Quand j'arrive de Berlin, où j'étais hier, quand j'essaie d'expliquer à mes amis allemands pourquoi nous avons en France tant de débats politiques et tant de divisions, je leur dis généralement, vous savez, vous prenez 2 Français, vous avez au moins 2 avis. Voilà. Et bien désormais, dans une famille britannique, on se dispute au dîner du soir entre ceux qui veulent le Brexit et ceux qui veulent rester dans l'Union européenne. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je disais, deuxièmement, mort des idéologies. Les grandes idéologies traditionnelles, elles sont aujourd'hui, en quelque sorte, mises sur le côté. Elles sont disqualifiées. Il faut dire que le XXe siècle nous a pas épargné les idéologies les pires qui ont conduit ce continent à 2 conflits mondiaux. Nous avons mis le feu au monde avec nos idéologies et nos querelles idéologiques. On a le sentiment aujourd'hui que nous sommes guéris de cela. Et la première conséquence de cette guérison, entre guillemets, c'est que les grands partis traditionnels qui les invoquaient, qui s'en réclamaient, sont aujourd'hui en totale déshérence. Regardez, même en France, que ce soit l'effondrement du Parti socialiste, l'effondrement du grand parti de droite, c'est la même chose au Royaume-Uni. Et donc les partis subissent ce reproche fondamental de ne plus pouvoir donner une vision structurée, cohérente, rassurante de l'avenir. Et donc les 2 grands partis sont aujourd'hui, comme partout dans toutes les démocraties du monde, regardez les États-Unis, regardez le Japon, la Corée, regardez l'Inde, sont bouleversés, le paysage politique est bouleversé. Alors, Theresa May a profité du système parlementaire pour se maintenir aux affaires, mais vous avez vu, elle a dissous son Parlement et elle a espéré obtenir une majorité. Elle ne l'a pas eue. Boris Johnson fait à son tour le même pari. Il a pour lui d'incarner davantage, il est so british, je dirais, il est exotique, il est rigolo, il est en même temps cultivé, il est politicien jusqu'au bout des ongles, et il fait le pari de gagner ses élections. Il a obtenu la dissolution le 12 décembre, on va avoir un scrutin, l'issue est complètement incertaine. Aujourd'hui, il est en tête dans les sondages avec 39% des voix. Theresa May avait plus que ça avant ces élections en 2017. Le parti Labour de Jeremy Corbyn est très affecté par la personnalité de son leader qui a viré vraiment à gauche, mais surtout qui a dérapé, qui s'est montré antisémite, qui s'est montré, comment dirais-je, marxiste des périodes les plus noires, en souhaitant la nationalisation de tout, etc., dans un pays qui avait connu un libéralisme absolument excessif. Et donc, il n'est crédité que de 27% des voix. Et l'on voit les autres partis, le Parti libéral, qui lui est officiellement pour le maintien dans l'Union européenne, faire une petite percée à 17-18%. Et bien sûr, la division entre Brexiteurs et Remainers, ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent rester, traverser tous les partis et en quelque sorte les faire exploser. Et donc cette mort des idéologies, elle va jusqu'à déstructurer les partis traditionnels, et c'est ça que nous vivons un peu partout aujourd'hui dans le monde. Alors, est-ce qu'on va réinventer des idéologies structurantes pour les débats politiques ? Je ne le crois pas dans l'immédiat, mais je n'en sais rien en réalité. Ce que je vois, c'est qu'il y a des tentatives. Par exemple, vous voyez bien aujourd'hui le courant vert essayer de fonctionner un peu comme une alternative à la gouvernance des grands États et de temps en temps s'ériger un peu en idéologie. Aujourd'hui, essayer de créer un barrage, une autoroute, une centrale électrique, nucléaire, n'en parlons pas, n'importe où sur notre territoire, vous aurez aussitôt des
des altères, ils s'appellent les autres, ils sont extrémistes, de droite, de gauche, hostiles, comme la preuve que ce troisième caractéristique qui me frappe beaucoup, la contestation des pouvoirs. Tous les pouvoirs sont aujourd'hui contestés comme s'ils ne représentaient plus l'opinion publique. Alors ça a deux conséquences, c'est que les régimes autocratiques du style Turquie, Russie reprennent du poil de la bête. La Chine, qui reste un pays communiste et qui reste un pays totalitaire pour les libertés, avec un parti communiste qui compte, excusez du peu, 80 millions d'adhérents et qui fonctionne comme une secte, eh bien, il voit aussi la justification de son système. Désormais, les Chinois, les intellectuels chinois, théorisent le fait que un régime autoritaire, un peu dictatorial, c'est plus efficace que les démocraties. Et bien sûr, nos régimes démocratiques, quels qu'ils soient dans le monde, sont aujourd'hui taxés d'inefficacité. Et surtout, on remet en cause leur légitimité, la légitimité du pouvoir représentatif. Et ça, je dois dire que le juriste que je suis est extrêmement choqué par cela, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la crise de la représentation, mais voir combien les députés, les ministres, les gouvernements, où que ce soit, sont contestés dans leur légitimité, chez nous par les Gilets jaunes, par exemple, aux États-Unis par les Tea Party, puis Donald Trump, et aussi au Royaume-Uni, où on a vu un Parlement, la Chambre des communes, le plus ancien du monde, qui a inventé le parlementarisme, se déchirer comme on ne l'avait jamais vu depuis pratiquement plusieurs siècles. Et donc, vous avez peut-être vu ces images à la télévision. Le Parlement britannique, c'est pas un hémicycle, c'est la majorité et l'opposition. Il y a des règles extrêmement strictes qui ont été tissées au fil des siècles. Il y a devant les bancs une ligne blanche tracée au sol, et devant les bancs d'opposition, devant les bancs de la majorité, avec sur la table devant le speaker de la Chambre une masse d'armes que un garde du Parlement amène au moment des débats, qu'il pose et qu'il doit reprendre si jamais les débats dégénèrent. Car ces deux lignes ont été tracées au fil des siècles comme étant la distance dans laquelle deux épées ne peuvent pas se toucher. Et le scandale a surgi ces derniers temps dans les débats à la Chambre des communes qui étaient tellement passionnels que plusieurs députés, dont le Premier ministre, ont franchi la ligne jaune, ce qui a été considéré comme l'échec absolu du consensus parlementaire, alors que jusqu'à présent, le Parlement de Londres était l'instance décisionnelle finale de cette démocratie parlementaire jusqu'ici jugée exemplaire. Voilà, si vous voulez, un peu le tableau mondial auquel n'échappe pas le Royaume-Uni. Alors bien sûr, il y a des spécificités britanniques, vous en connaissez beaucoup. Je rappellerai que les Britanniques ont la conscience d'être des insulaires et ils n'ont pas l'intention de changer, mais surtout ils ont la conscience d'un passé glorieux, une sorte de nostalgie qu'on peut retrouver d'ailleurs chez nous d'une manière un peu différente. N'oublions pas que le Royaume-Uni a été le plus grand empire de la Terre. Lorsque, au XIXe siècle, il régnait sur les Indes et une partie de l'Asie, le Commonwealth, qui était à l'époque l'Empire britannique, Churchill disait le British Empire, c'était 400 millions d'habitants. Avec 1 millier de soldats, les Britanniques gouvernaient l'Inde jusqu'en 1947. Et donc, cette conscience d'une autre époque, on a basculé dans autre chose, et la taille compte désormais aussi, c'est chez les Britanniques quelque chose de très fort qui suscite un vrai sentiment, un regain de nationalisme.
Vous savez, on parle beaucoup de populisme. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le populisme. Je vois très bien la méthode populiste, qui est de contester les élites. Vous n'êtes pas compétent, et circuler, on va élire quelqu'un d'autre. On voit bien qu'on n'arrive pas sur les ronds-points à élire quelqu'un d'autre. Mais le nationalisme, je sais ce que c'est. Et l'Europe continentale et l'Europe tout court sait ce que c'est. Et dans le Brexit, dans le vote du mois de juin 2016, pour sortir de l'Union européenne, il y a un sentiment, un regain de nationalisme, un sentiment national très fort. J'aurai l'occasion d'y revenir si vous le voulez. Souvent, les peuples, et les Français et les Britanniques sont assez proches pour cela, mélangent la forme du gouvernement, la nation et l'identité. Nous considérons que notre Constitution, telle qu'elle est venue après de nombreuses autres, fait partie de notre identité, que la nation, dans son organisation politique, c'est l'identité nationale, et que nous sommes confortables lorsque nous nous retrouvons derrière notre drapeau. Et bien c'est exactement ça que les Britanniques ont vécu pendant ce référendum, qu'ils continuent à vivre, qu'ils continuent à les, à quelque sorte, à les perturber, à les questionner en permanence. Et donc l'idée qu'on peut sortir de l'Union européenne ou même d'autres organisations, ils ont même envisagé de sortir du Conseil de l'Europe. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'est le Conseil de l'Europe, c'est quand même Churchill qui l'a mis sur les fonds baptismaux au lendemain de la guerre. C'est l'Europe du droit, c'est l'Europe des conventions, plus de 200 accords internationaux qui interdisent l'esclavage, le travail des enfants, la discrimination des minorités, toutes les leçons tirées du second conflit mondial. Ils ont même, dans la campagne pour le référendum, demandé à sortir du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, de sa juridiction. On l'entend plus trop, parce que c'est tellement incroyable, venant de la patrie du droit, de la common law, que c'est quand même vraiment l'expression d'un nationalisme qui rejette les organisations internationales, et Donald Trump en est l'expression, comment dirais-je, la moins châtiée en termes internationaux. Donc cette histoire, les Britanniques en sont très fiers, ils la vivent comme une souffrance parce qu'ils s'aperçoivent que le monde a basculé et qu'ils ne sont plus aujourd'hui dans la même situation de pouvoir, malgré James Bond, leur service de renseignement dont ils sont très fiers, à juste titre, malgré une diplomatie britannique très forte. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis un officier de réserve de la marine. La première marine d'Europe, c'est la marine française. Donc c'est quand même un changement considérable pour les Britanniques qui ont longtemps gouverné le monde par leur marine et par la mer. Et donc, voilà, c'est quelques-unes des spécificités qui expliquent combien cette histoire de Brexit est une vraie souffrance. Et combien aussi Boris Johnson, qui est un homme extrêmement cultivé malgré ses défauts de politicien, comment il a su aussi le comprendre en disant « Écoutez, moi, cette affaire, ça a duré 3 ans, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc je vais maintenant vous en sortir. » Alors, on va en sortir. Bon, on a négocié un accord avec l'Union européenne, on va le renégocier, en gros c'est à peu près le même, et allez, on va passer à autre chose. Et c'est quelque chose que les Britanniques écoutent avec intérêt, tellement ils sont stupéfaits eux-mêmes de se retrouver dans cette situation-là, un Parlement incapable de décider pendant 3 ans de ce qu'il veut faire, de ses relations avec l'Union européenne, et en même temps on voit remonter aussi toute une série d'angoisses et de difficultés sociales dues aux inégalités, dues à la financiarisation d'une économie que Londres incarne et la City incarne si bien. La City est la première place financière du monde, d'ailleurs grâce à l'euro et à l'Europe, puisque l'argent vient se recycler à Londres dans des produits parfois très compliqués à comprendre, et s'investir en Europe. Donc l'argent russe, l'argent arabe, l'argent américain, l'argent asiatique désormais. Et donc ces excès de cette économie financière
On créait des inégalités sur lesquelles je ne m'étends pas, mais que chacun connaît, avec vraiment plusieurs catégories de population qui n'ont rien à voir entre les jeunes traders de la City de Londres qui roulent en Ferrari et un territoire qui, comme chez nous, se sent abandonné par rapport à la manière dont on vit dans les grandes villes ou à l'international. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout cela s'est cristallisé dans les années 2014-2016 autour du Parti conservateur qui s'est divisé alors que c'était celui qui, vous l'avez rappelé, M. Matoux, ou Edward Heath, avait finalement rejoint une communauté européenne à l'époque qui montrait l'exemple d'une coopération extrêmement productive sur le plan économique. C'était une Europe, je rappelle que dans les années 70, 80, la France avait 6,5% de croissance chaque année. Et nous avons, nous, tous vécu ici l'augmentation du niveau de vie, l'amélioration des standards de vie. Et les Britanniques étaient restés un peu à l'écart et ils ont rejoint l'Union européenne qu'ils avaient combattue pour des principes de souveraineté nationale. Ils l'ont rejoint contraint et forcé, comme vous le disiez, avec le leadership de Edward Heath et des conservateurs. Et ce sont les mêmes conservateurs qui se divisent à propos de l'Union européenne, qui devient un peu comme ça a été chez nous dans le cas il y a quelques années. Finalement, l'Union européenne, c'est tellement nouveau que c'est le prétexte à des divisions qu'on sent ou qui sourdent au sein de la société. Je parlais des inégalités territoriales. Il y a aussi toutes les incertitudes sur le positionnement dans le monde quand on voit combien la balance démographique est en train de peser du côté de l'Asie. Aujourd'hui, 70% de la population mondiale est en Asie. À la fin du siècle, selon l'ONU, ce sera 85% de la population mondiale qui sera en Asie. Et malgré une Afrique qui, elle, va voir sa population doubler, passer de 1 milliard à 2 milliards d'ici 2050, vraisemblablement. Donc on voit bien que il y a une pression démographique, et vous savez que dans l'histoire des peuples et des relations internationales, la démographie commande beaucoup de choses. Et donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit ouvrage. La première justification d'essayer de travailler ensemble au sein du continent européen, bien sûr, ça a été la paix. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte notre survie. Nous n'avons pas la taille, nous sommes le plus petit espace politique du monde. Aujourd'hui, la taille pertinente, c'est le continent. 17 millions de kilomètres carrés pour la Russie, 4 millions de kilomètres carrés pour l'Union européenne, 9 millions de kilomètres carrés pour les États-Unis, 8 millions pour le Brésil. Et puis, quand j'évoque la démographie, il y a tout ce qu'on ne nous raconte pas. Mais aujourd'hui, l'Indonésie est le premier pays musulman du monde, avec plus de 200 millions d'habitants. L'Érythrée est l'Éthiopie, est vraisemblablement le pays africain qui sera le plus nombreux par la population très rapidement en 2050. Le Nigeria compte déjà 250 millions d'habitants. Donc vous voyez bien que la taille pertinente, c'est le continent, et que nous sommes, nous, géographiquement, les plus petits, démographiquement, avec 512 millions d'habitants, lorsque nous sommes à 28, nous sommes encore forts et puissants, et économiquement, nous sommes les premiers. C'est ce qu'on ne dit jamais en France dans les commentaires. Nous avons le premier PIB en volume du monde, encore aujourd'hui, à 28, après la crise. Nous sommes la première puissance commerciale du monde, pour les exportations comme pour les importations, devant la Chine. Les États-Unis sont troisième, et nous sommes encore le premier marché de consommation du monde, malgré 1,4 milliard de Chinois, d'ici 2050, 1,7 milliard d'Indiens, et nous avons une population dont nous en sommes, et j'en suis un exemple, l'âge moyen s'élève chaque fois un peu plus, alors qu'en Afrique,
et même dans certains autres pays d'Asie, c'est plutôt la jeunesse qui fait basculer le monde vers un âge moyen inférieur. Et donc, le Parti conservateur s'est divisé avec de jeunes élus. On pourrait les comparer à certains qu'on retrouve chez nous aussi, des élus très soucieux d'être en harmonie avec leurs électeurs, perturbés, angoissés, revendicatifs, plus violents que par le passé récent en tout cas, et moins conscients certainement de l'intérêt collectif que nous appelons, nous, l'intérêt général. Le principe de la démocratie parlementaire, tel que nous la vivons, c'est d'élire des responsables, des députés, des sénateurs, des ministres, pour qu'ils fassent la part entre nos volontés et l'intérêt général du pays. Et toute la Révolution française est basée sur cette conception de la souveraineté nationale, où il y a une représentation qui permet de prendre en compte les intérêts de la communauté tout en tenant compte des volontés du peuple. C'est ça aujourd'hui qui est remis en cause, et c'est ça qui a été remis en cause au sein du Parti conservateur, qui s'est vu à son tour divisé entre anti-européens et pro-européens. Nous avons connu ça aussi dans nos partis, à gauche comme à droite, en France, dans les années 2000. Et donc, pour sortir de cette situation, David Cameron, le Premier ministre de l'époque, a fait le pari de faire un référendum. Il était pro-européen, et il a dit « je vais faire taire mes frondeurs, en quelque sorte, et je vais bien montrer que les Britanniques comprennent très bien que leur intérêt, c'est de rester dans l'Union européenne ». Et mal lui en a pris, parce qu'à ce moment-là, dans une campagne référendaire complètement délirante, nous avons connu en 2005 quelque chose d'approchant. Vous voyez remonter toute une série de questionnements pour lesquels on n'est pas prêt. Et d'ailleurs, les citoyens ont envie de répondre à des questions qui ne leur sont pas posées la plupart du temps. Et on a vu ressurgir au Royaume-Uni la contestation du gouvernement. On a vu ressurgir un vrai nationalisme, la question migratoire centrale, et toute une série de questions sur l'organisation de l'État, le service de santé britannique, qui est toujours un sujet électoral très important. Et donc, le référendum a été perdu. Il a été perdu aussi avec des interférences étrangères. Vous verrez les enquêtes, les preuves sont là pour montrer que toute une série de puissances étrangères avaient intérêt aussi à affaiblir l'Europe. Moi, je n'ai pas peur de dire que, traditionnellement, on voit bien le jeu des Russes ou d'autres divisés pour régner, mais enfin que nos amis et nos alliés américains n'aiment pas l'idée d'une Europe qui soit numéro un dans le monde pour le commerce, qui soit numéro un pour l'économie, et qui puisse dicter ses règles, par exemple, pour contenir les grandes sociétés du numérique, ou etc. Et que donc, on l'a vu dans la crise des dettes publiques, les Américains, certains milieux américains, ont joué la carte du Brexit et continuent à jouer contre l'Union européenne. Après tout, Donald Trump, encore une fois avec la modération qui le caractérise, l'a dit, l'ennemi des États-Unis, c'est l'Europe, puis la Chine. C'est quand même la première fois qu'un président américain disait ça. Souvenez-vous, dans les années 80, le Japon était dans une situation économique florissante et commençait à racheter des entreprises et des universités américaines. Et les Américains se sont arrangés pour que le Japon connaisse 10 ans de croissance zéro par la puissance qu'ils ont gardée, puissance financière, appuyée sur le grand bâton de la première puissance militaire. Je rappelle, 750 milliards de dollars chaque année, c'est le budget de la défense des États-Unis, c'est le budget des armées américaines qui sont même plus capables de gagner une guerre, mais qui permettent au dollar de continuer à structurer 60% des échanges dans le monde, même si l'euro grignote petit à petit, et qui permettent de continuer à imposer une volonté hégémonique. J'imagine qu'on va en parler à propos des déclarations du président de la République sur l'OTAN.
Donc le Brexit, ce référendum a été une campagne complètement délirante où, bien sûr, alors les populistes, ceux qui n'hésitent devant aucun mensonge et qui s'en prennent à tous ceux qui exercent des responsabilités, ont multiplié les mensonges sur les chiffres, etc., sur les arguments. Et je dois dire que toute la structure de la société britannique qu'on pensait raisonnable, la BBC, modèle de journalisme intègre, etc., tout ça a été balayé. Et le résultat, c'était 52% pour sortir de l'Union européenne et 48% pour y rester. Depuis cette date-là, cette proportion s'est un peu inversée. Aujourd'hui, il y aurait, selon les sondages, 52% de Britanniques qui veulent rester, 48% qui veulent sortir, mais vous voyez, ça n'a pas fondamentalement changé en réalité. Alors, là-dessus, bien embêtés, les Britanniques, le Premier ministre a démissionné puisqu'il était favorable à rester dans l'Union européenne. Il avait bien demandé à ses collègues européens de ne pas intervenir dans les débats intérieurs et de surtout ne pas se montrer, ce qui, je crois, est une erreur. On y reviendra. Et Madame Theresa May est arrivée. Madame Theresa May, en réalité, elle était plutôt pour sortir de l'Union européenne. Mais quand elle est arrivée aux affaires et qu'elle a vu les dossiers, elle a dit il faut essayer de faire ça en ordre. Et puis, in fine, elle avait pris position pour rester dans l'Union européenne, pour être fidèle à son Premier ministre. Et donc, pendant 2 ans, on a mené des négociations. Michel Barnier a été désigné par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour mener les négociations de manière unie, les Européens, avec les Britanniques. L'idée étant, vous avez voté, essayons de faire ça en ordre. Et donc, du côté des Européens, il y avait 3 priorités. La première priorité, c'était de préserver les droits acquis par les citoyens britanniques qui habitent sur le continent. Il y en a 300 000 en France, et citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni. Il y a 400 000 Français au Royaume-Uni, dont beaucoup à Londres. Il y a 1 million de Polonais, il y a beaucoup de Baltes. Il fallait éviter que ces personnes qui, pour des raisons professionnelles, de vie privée, se sont installées dans un autre pays que le leur, soient en quelque sorte affectés par des décisions de caractère politique. Ça a été une négociation extrêmement compliquée parce que il y a 300 000 Britanniques en France, la plupart sont des retraités dans le sud-ouest, dans le sud de la France, et les retraites, l'accès aux soins, tout ça au sein de l'Union européenne est facilité par toute une série de conventions et par le fait que la citoyenneté européenne, contrairement à ce qu'on oublie de dire, elle existe réellement. C'est-à-dire qu'un citoyen européen peut même être élu conseiller municipal. Donc on a des droits du fait de l'appartenance à l'Union européenne, le droit aux soins, le droit à la retraite, le droit à la libre circulation. Et donc ça a été la première priorité de l'Union européenne, une négociation très difficile, mais finalement assez raisonnable, mais très technique. La deuxième chose, c'était d'essayer de dénouer le fil des intérêts financiers, car en 46 ans de vie commune, le Royaume-Uni s'est complètement intégré dans les circuits financiers européens. Et il y a quand même un budget européen qui est peut-être pas aussi élevé qu'on veut, 1% de la richesse nationale, 1% du PIB, mais qui représente quand même 1000 milliards en 7 ans, 1000 milliards d'euros en 7 ans. Et dans ces 1000 milliards d'euros, il y a 350 milliards qui sont destinés à être redistribués. Alors redistribués à nos étudiants, Erasmus, redistribués à nos laboratoires de recherche, à nos universités, aux zones défavorisées ou en reconversion, et les fonds structurels inventés jadis par Jacques Delors, ils profitent beaucoup au Royaume-Uni. Et donc comment ça marche ? Chaque pays contribue au budget européen. Les Britanniques y contribuent à concurrence de pratiquement 14% du budget, c'est-à-dire en gros 18 milliards d'euros, et cet argent est redistribué dans des programmes mutualisés.
Donc pour dénouer tout cela, je ne vous dis pas la difficulté. Alors, Michel Barnier y est arrivé tant bien que mal et il a fait des additions sur lesquelles on s'est mis d'accord avec les Britanniques. En gros, si vous partez, vous êtes engagé encore à payer 40 milliards d'euros pour les programmes en cours, dont d'ailleurs vous bénéficiez, dont bénéficient vos entreprises et vos universités. Donc ça a été soldé finalement assez facilement. Pourquoi ? Parce que c'est une dette qui est connue et reconnue, et on n'imagine pas un grand pays comme le Royaume-Uni faire défaut sur sa dette, parce que ça voudrait dire que tout son statut international serait remis en cause. Et finalement, on a signé cet accord. Et la troisième chose, qui était le sujet le plus difficile, c'est que les Britanniques avaient complètement ignoré, et ça c'est vraiment une faute morale et politique, c'est le statut de l'Irlande. Statut de l'Irlande qui empoisonne l'histoire britannique depuis 100 ans. Depuis l'indépendance irlandaise, vous savez qu'il y a l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni parce que la communauté protestante ne veut pas l'unification sous statut catholique de la République d'Irlande. La République d'Irlande est membre de l'Union européenne et entend le rester, et l'Irlande du Nord, qui a pourtant voté pour rester dans l'Union européenne, fait partie du Royaume-Uni qui veut sortir. Donc il y a eu une guerre civile fratricide en Irlande entre les communautés, qui a fait beaucoup de morts, plus de 3000 morts, qui a duré 30 ans, et vous vous souvenez tous ces images, les attentats de l'IRA, et on est arrivé en réalité à pacifier tout cela avec l'aide des Américains qui ont beaucoup d'Irlandais sur leur territoire et de l'Union européenne dans un accord dit du Vendredi Saint, un accord dans lequel on a dit ok, chacun reste dans sa communauté, mais on supprime la frontière entre le nord et le sud de l'Irlande. Et l'Union européenne a dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour effacer cette frontière, pour la plus grande satisfaction des populations des deux côtés, même s'il faudra certainement plusieurs générations pour éteindre définitivement cette haine qui a fait tant de morts et de victimes. Et là, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, qu'advient-il de l'Irlande du Nord ? Alors, dans un premier temps, Michel Barnier avait proposé quelque chose d'intelligent, qui est en train de redevenir à la mode, qui est de dire, écoutez, on va faire comme si l'Irlande était unifiée, et on fera des contrôles aux frontières, dans la mer ou dans les ports, pour éviter que on puisse commercer à travers le Royaume-Uni, avec l'Irlande et au-delà, dans tout le continent européen, en fraude. Et donc, cette idée a été réfutée par les Britanniques parce que Mme Theresa May avait une majorité très courte qui dépendait des extrémistes protestants nord-irlandais. Et donc, il y a 10 voix qui leur permettaient d'avoir la majorité. Ils ont dit, il n'en est pas question, nous voulons rester britanniques, nous ne voulons pas être irlandais. Et donc, pour une raison idéologique et politique, cette affaire est revenue diviser encore le Parti conservateur. Et Boris Johnson, à force de marteler sur la tête de Mme May, qui, je dois reconnaître, est beaucoup moins drôle que lui, est beaucoup moins exotique et excentrique, il a fini par avoir sa peau, en quelque sorte, et il est arrivé en disant « je vais renégocier cela ». Pourquoi ? Parce que, refusant ce système de Michel Barnier, finalement, Michel Barnier a dit « écoutez, nous, on a un marché intérieur qui est la richesse de l'Union européenne. Un marché intérieur, c'est des frontières protégées, des droits de douane. Par exemple, les produits agricoles européens sont parmi les plus protégés que les produits américains. Et donc, on ne peut pas se permettre que les moutons néo-zélandais passant par le Royaume-Uni, via l'Irlande, déboulent en France comme s'ils étaient européens alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, pour protéger ce marché intérieur,
on a dit, écoutez, puisque vous ne voulez pas de la formule fictive d'une Irlande réunifiée, finalement, on va dire, d'accord, on se donne du temps, mais si on n'y arrive pas, vous restez dans l'union douanière. Et ça, évidemment, ça a froissé le souverainisme britannique. C'est toute l'affaire de Boris Johnson, de sa renégociation avec l'Union européenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si vous le souhaitez. C'est extrêmement technique, compliqué, on s'y perd réellement. Mais en fait, on a trouvé une formule qui permet de ménager la chèvre et le chou et de contrôler quand même notre marché intérieur et d'en rester les maîtres, parce que c'est vraiment ce qui fait la richesse de l'économie européenne. Le marché intérieur, si vous voulez juste retenir une définition simple, c'est trois choses. C'est une union douanière, on est tous dans l'union douanière, les personnes, les biens, les services et les capitaux circulent librement. Nous avons des règles communes, soit elles sont édictées par Bruxelles, soit elles sont harmonisées entre nous, on les déclare compatibles. Elles sont appliquées de la même manière partout, directement. C'est ce qu'on a reproché souvent en France. Il y a une vraie supranationalité du droit européen. Et quand il est contesté, il y a une juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne, qui dit le droit, et ce droit est immédiatement applicable. Et donc c'est ça, le marché unique, et c'est ce qui a permis de développer les échanges, de faire en sorte qu'aujourd'hui, le marché intérieur, le commerce à l'intérieur de l'Union européenne, représente pratiquement 20% du commerce mondial. C'est-à-dire que lorsque la France est en bonne forme pour ses exportations, elle en profite pleinement. Lorsque ce sont les Allemands, ils en profitent aussi beaucoup. Mais si vous voulez, l'interpénétration, vous trouvez des schémas dans ce rapport qu'on a fait, l'interpénétration économique fait que nous arrivons à profiter, d'additionner nos savoir-faire en Europe. Et ça, on ne pouvait pas accepter que les Britanniques le contournent, le détournent, et comme on sait qu'ils sont les champions dans ce domaine-là, il fallait prendre un minimum de précautions, et ça reste quelque chose sur lequel les 27 ont été parfaitement unis, parce que c'est leur intérêt. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui, avec un accord renégocié par Boris Johnson, mais en gros qui dit la même chose que ce que Michel Barnier proposait au début. On fait comme si l'Irlande était unifiée, mais on ne le dit pas. Et surtout, on ne pose pas le problème politique. Et puis, on essaie maintenant de définir quelles seront les relations futures de l'Union européenne. Pour sortir de l'Union européenne, il y a un article du traité, l'article 50, dont vous avez entendu parler, qui dit que pour sortir de l'Union européenne, on doit le notifier, ce qu'a fait Mme Theresa May il y a plus de 2 ans, et que pendant 2 ans, on discute des conditions de l'accord de divorce, et puis qu'ensuite, on discute des relations qu'on veut établir ensemble. Et ça, on n'a même pas commencé à le faire. Les Britanniques, longtemps, ont dit on veut faire tout à la fois. Les Européens ont dit non, on fait les choses dans l'ordre. On les a faites dans l'ordre. Et on a pu voir à ce moment-là, c'était très très spectaculaire, la différence de poids entre l'Union européenne et les Britanniques. Vous disiez, M. Matou, qu'ils ont les meilleurs diplomates, etc. On ne les a plus vus. Le traité de divorce, 600 pages et plus de 700 articles, il a été écrit à Bruxelles, car les Britanniques n'ont même plus les fonctionnaires pour être capables de l'écrire. Tellement c'est technique, tellement c'est compliqué, tellement c'est juridique. Et donc, on a vu une Union européenne qui était tout à fait en mesure d'imposer ces conditions, mais qui l'a fait avec beaucoup de retenue, encore une fois, en s'arc-boutant sur ces 3 priorités, les citoyens, le marché intérieur et la situation irlandaise, et sans aller au-delà. Mais on n'a pas encore imaginé quelles seront les relations futures. Alors, pour imaginer cela, le traité de divorce est accompagné d'une déclaration politique dans laquelle on dit ce qu'on veut faire. Et là, Boris Johnson a voulu aussi la renégocier. Et il l'a renégociée dans un sens plus européen que Theresa May. Et donc, il est écrit en toutes lettres, c'est un papier de 60 pages que j'ai lu intégralement, il est écrit en toutes lettres, le Royaume-Uni veut garder les relations les plus étroites possibles avec l'Union européenne.
pas de droit de douane, libre circulation de tout, etc., etc. Alors, bon, je dirais, c'est très britannique. Hein. Ils avaient un pied dedans, un pied dehors, maintenant ils veulent l'inverse. Hein. Le beurre à l'argent du beurre. Il y a une expression britannique qui dit ça, d'ailleurs, to have the cake and eat it. Hein. Prendre le gâteau et le manger. Donc, c'est ça qu'ils veulent en réalité. Parce que c'est l'intérêt du pays. Et à la fois, il y a cette pression politique, un peu idéologique, plus take back control, reprenons le contrôle de nos lois, etc., comme si l'Union européenne imposait des choses que les États ne veulent pas. On n'a jamais vu ça, y compris pour la France, se faire imposer des lois auxquelles on n'avait pas donné notre accord à Bruxelles ou à Strasbourg. Et donc, il y a eu cette fiction politique, et la réalité, c'est qu'ils souhaitent aujourd'hui des relations les plus étroites possibles. Et effectivement, on n'imagine pas le Royaume-Uni sur la carte qui ne soit pas en Europe. Alors, il y a bien sûr des fantasmes. Il y en a qui, certains observateurs qui disent on va faire Singapour sur Tamise, et on va faire du dumping social, du dumping fiscal, etc. Sauf que c'est oublier les réalités. 45% des importations britanniques viennent du continent européen. 48% des exportations britanniques viennent sur le continent européen. La City ne vit que grâce à l'euro, comme vous le rappeliez. Donc les liens sont très étroits, et je ne parle même pas des questions de sécurité ou de défense. Vous savez que la France et le Royaume-Uni ont des accords de défense très poussés, les accords de Lancaster House, parce que nous avons les deux armées qui se ressemblent le plus, et qui sont d'ailleurs les deux armées les plus importantes d'Europe, dotées de la force de dissuasion nucléaire, et qui s'entraînent en permanence ensemble, et qui sont capables aussi de participer à la sécurité de l'Europe. Donc voilà où on en est aujourd'hui, à la veille d'une élection qui, à mon avis, pour la raison que j'indique, ne va rien résoudre. Il y a deux hypothèses. Soit Boris Johnson a une majorité, ce qui n'est pas sûr. Il a une majorité, l'accord renouvelé entre en vigueur le 31 janvier, et on commence à discuter de la relation future. Écoutez-moi bien, il y en a pour 10 ans. Bon. Soit il n'a pas de majorité, tout à fait possible, et là, on en a aussi pour 10 ans, et on va repousser le Brexit au fur et à mesure. Et pourquoi allons-nous faire ça ? Évidemment, nous, Français, on a tendance à dire ils nous cassent les pieds, hein, ils n'ont qu'à sortir, ils nous ont empêchés d'avoir une Europe plus intégrée, ils ont été les empêcheurs de tourner en rond. C'est vrai tout cela, mais on ne peut pas agir sur un coup de tête comme ça. L'intérêt de nos États, l'intérêt supérieur de nos pays, c'est quand même de garder la puissance que représente le Royaume-Uni à l'intérieur, même si c'est une puissance insupportable, même si de temps en temps on a le sentiment qu'ils exagèrent. Oui, ils exagèrent, mais l'engagement européen, l'intégration européenne, c'est un choix de raison, c'est pas un choix de passion. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais terminer en ouvrant la discussion, c'est que tout ça intervient dans une situation où l'Europe est beaucoup décriée. Elle est décriée, à mon avis, à tort. Vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises. Le choix européen est plus évident que jamais. Je vous parlais de la géographie, de la démographie, je pourrais parler de la démocratie aussi, n'est-ce pas ? Nous sommes à peine majoritaires aujourd'hui dans le monde. Et donc, nous avons intérêt à nous serrer les coudes. Je pourrais parler de la sécurité à nos frontières, des insécurités. Et compte tenu des défis que nous rencontrons aujourd'hui, le choix européen est plus évident que jamais. Et je suis très frappé de voir ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui. Il a fallu cette affaire de Brexit pour qu'il y ait des pro-européens au Royaume-Uni. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un drapeau européen. Il y a une chronique de l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Paris aujourd'hui dans un journal qui s'appelle L'Opinion, qui dit « J'ai jamais vu autant de drapeaux européens dans mon pays ». Parce que maintenant, on se pose les questions. Pendant 46 ans, le Royaume-Uni et le gouvernement n'ont rien dit à ses citoyens. Je pourrais en dire un peu autant de temps en temps, en France aussi. On ne dit pas tout aux citoyens. On ne leur dit pas
voyez, par exemple, on dit l'immigration, qui est un problème important, c'est un sujet qu'on va traiter au niveau européen. Mais en attendant, on fait une loi nationale. Nous, en France, l'année dernière. Voyez. Donc, on ne dit pas tout. Au Royaume-Uni, s'est passé quelque chose il y a 6 mois. Je ne sais pas si ça c'est arrivé jusqu'à vous. Désormais, vos paiements par carte de crédit sont garantis. C'est une directive européenne. Si vous êtes volé, s'il y a une fraude informatique, vous pouvez aller à votre banque, elle est obligée de vous rembourser un certain nombre de choses. Ça s'est appliqué au Royaume-Uni. Que croyez-vous qu'il advint? Le gouvernement a dit, vous avez vu, on a gagné ça. Non, pas du tout, c'est une directive européenne, initiée par la Commission européenne, votée par le Parlement européen, agréée par les gouvernements d'ailleurs. Voilà. Et ça fait 46 ans que ça dure. À tel point que notre ambassadrice à Londres, pendant la campagne du référendum, m'a raconté une histoire qui est assez incroyable, mais comme c'est l'ambassadrice qui me l'a raconté, c'est notre ambassadrice à Moscou actuellement, je la crois. Elle me dit, la police reçoit un appel, venez vite, mon voisin a mis un drapeau de Daesh dans son jardin. Alors la police arrive, masquée avec les unités d'intervention, et voit un drapeau européen. Et donc, elle a dit, mais madame, c'est pas un drapeau Daesh, c'est un drapeau européen. Européen, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, nous sommes membres de l'Union européenne. Mais non, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Ça s'est terminé au commissariat quand même. Bon. Donc si vous voulez, c'est une histoire vraie, et c'est pour vous dire à quel point il y avait une ignorance, et cette ignorance, nous l'avons nous aussi aujourd'hui. Quand on regarde tous les grands sujets, je pourrais balayer, j'essaie de le faire très rapidement dans ce petit ouvrage, les défis externes autour de l'Union européenne, la Turquie, les Balkans, le Sahel, l'Afrique du Nord, la Méditerranée, la sécurité, l'Est, le défi russe, est-ce qu'on s'y est bien pris? Comment on fait pour calmer l'ours russe révisionniste en déclin? Toute une série de défis externes qui font que finalement, la France et le Royaume-Uni, à 98% des cas, votent toujours pareil au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui n'est pas le cas entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a donc petit à petit, sur les intérêts européens, une prise de conscience, y compris au Royaume-Uni, que nous avons vraiment des intérêts communs. Et nous n'avons plus que des intérêts communs, nous avons désormais des valeurs communes. L'état de droit à l'européenne, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment aux États-Unis. Aux États-Unis, on négocie la justice. Hein. N'oubliez pas, un avocat, c'est pas fait pour vous défendre, c'est fait pour négocier avec le procureur les indemnités les moins élevées possibles pour pouvoir plaider coupable et puis on n'en parle plus. Chez nous, il y a des juges, on les critique, etc. Mais au moins, il y a une justice, il y a un droit écrit, il y a une jurisprudence, etc. Et il y a surtout des valeurs qui sont définies dans les traités européens. C'est l'article 2 du traité européen, du traité d'Union européenne, qui sont ce qu'on fait de mieux aujourd'hui sur la planète. Hein, la parité, la non-discrimination, le droit des minorités, l'indépendance de la justice. Et alors évidemment, on se dit, cette Europe, elle est finalement divisée, regardez les Polonais, les Hongrois, enfin, moi qui passe mon temps dans ces pays-là, je peux vous dire que quand on fronce les sourcils à Bruxelles ou à Luxembourg, ben, les Polonais, ils appliquent la loi européenne et ils changent leur loi. Les Hongrois, ils font les malins dans les discours, mais enfin c'est eux qui reçoivent le plus d'argent de l'Union européenne, donc ils savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et donc pour répondre à votre question, le Brexit n'a suscité aucune autre vocation à sortir de l'Union européenne. Au contraire, en voyant combien c'était compliqué, combien en plus ça divisait la société sur des choses extrêmement artificielles, même si on peut respecter l'opinion de ceux qui, vraiment par conviction, disent on serait mieux tout seul. Bon, c'est respectable, mais c'est très minoritaire dans tous les États de l'Union européenne. Et nos difficultés internes aujourd'hui, elles sont tout à fait surmontables. Je dirais, en forme de provocation pour lancer la discussion, que jamais l'Union européenne n'a été autant unie, alors qu'elle donne l'image inverse. J'ai une explication. C'est que, en fait, quand j'observe ce qui s'est passé en Grèce, vous vous souvenez, la Grèce fait faillite parce que l'État fait faillite, on lui a appliqué des règles un peu trop sévères, et parce que dans
une communauté d'États, on ne peut pas accepter qu'il y en ait qui trop longtemps payent pour d'autres, si on ne sait pas prélever les impôts, s'il n'y a pas de cadastre, c'est le cas de la Grèce, etc. Donc on lui applique une sorte de purge avec cette troïka, qui est une purge bien plus douce que ce que le FMI, le Fonds monétaire international, lui aurait administré sinon. Et évidemment, ça bouleverse la politique grecque. L'extrême gauche arrive aux affaires. Tsipras, le parti Syriza, en disant non à Bruxelles, on fait un référendum, et le gouvernement dit votez non à Bruxelles. Donc 60% des Grecs votent non à Bruxelles. Le Premier ministre, fort de tout cela, M. Tsipras, va à Bruxelles 4 jours après et dit maintenant je vais appliquer la politique du oui. Parce que dans le vote des Grecs, ils ne voulaient pas sortir de l'euro. Ils ne voulaient pas sortir de l'Union européenne. Seulement, ils étaient extrêmement déstabilisés. Pareil en Italie l'année dernière, où une coalition arrive aux affaires contre l'euro, contre l'Union européenne. Et finalement, quelques jours après, on va à Bruxelles, on dit « ne vous inquiétez pas, on a dit ça, mais c'est pas vrai ». Et chez nous, c'est pareil. Chez nous, les citoyens, je crois qu'il y a une majorité dans cette salle qui pense comme moi, nous considérons que l'Union européenne, c'est un acquis. C'est quelque chose de positif qu'on a fait, même si on ne comprend pas tout, même si on n'est pas d'accord avec tout, même si c'est compliqué, même si de temps en temps on a l'impression que ça ne marche pas bien. En fait, on ne veut pas en sortir. Et quand Mme Le Pen veut sortir de l'euro, elle ne fait que 36% des voix au second tour de la présidentielle. Parce qu'elle va trop loin. D'ailleurs, elle a changé d'avis depuis. Hein, elle ne le dit plus. Vous avez remarqué. Donc les citoyens considèrent que l'intégration européenne, c'est un acquis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce qui se fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne critiquent pas, ils ont raison d'ailleurs. J'ai plein d'idées de choses à réformer dans le fonctionnement de l'Union européenne. Mais en réalité, je crois que ce sont nos élites européennes qui sont, elles, les moins européennes, désormais. Après avoir été accusées d'avoir fait l'euro à marche forcée, j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est un peu le syndrome de la dinde. Si vous demandez à une dinde de faire le menu de Noël, elle n'est pas enthousiaste parce qu'elle sait qu'elle est au menu. Si vous demandez à un député ou un ministre de faire le menu européen, il n'est pas enthousiaste parce qu'il sait qu'il est au menu, qu'il sera un député régional ou un ministre régional. J'exagère évidemment, mais c'est un peu ça. Dans la haute administration, dans la fonction publique, Bruxelles c'est compliqué, Strasbourg encore plus, puis il faut négocier avec les autres, puis il faut faire un consensus. Voilà voilà le petit mot. Voilà. C'est la faute de l'Europe et bon, si on veut tester, on peut faire comme monsieur, mais ça m'est arrivé, c'est-à-dire vous sortez dans la rue, vous tombez là, normalement dans le quart d'heure qui suit, quand ça marche, le SAMU est là. On vous emmène dans un hôpital où vous êtes soigné par les meilleurs professeurs du monde, et puis à la fin vous recevez la facture, 60 €. Voilà. Il n'y a aucun endroit dans le monde où ça marche comme ça. Donc c'est un continent de cocagne, et c'est pour ça que les Britanniques, à l'idée de quitter un continent de cocagne, où avec leurs intérêts, ils sont vraiment très perturbés. Merci. Je crois qu'on a rarement entendu un plaidoyer aussi beau et aussi clair que celui que vous venez de faire. Je voudrais juste, vous pouvez m'excuser, mais j'ai un souvenir, lorsque la Grande-Bretagne est entrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire mon âge, je travaillais déjà, en 72, lors du vote en Grande-Bretagne, j'étais dans un colloque d'économistes à Vienne. Et quand les gens ont annoncé que le vote avait été positif, les 50 membres, là, tout le monde s'est levé, on a applaudi, enfin, alors qu'on était en train de discuter de choses épouvantablement sérieuses. Ça a été une grande joie. Donc, bon, maintenant ils veulent partir, mais je pense comme vous, qu'en fait ils veulent partir tout en restant. Et moi, j'ose dire ce que vous avez dit et qui vous apparaît dit de la lutte des critiques, mais que fait la reine dans cette affaire? Moi, si j'avais son âge, je ne l'ai pas encore, mais si j'avais son âge, je me présenterais à la télé aux 20h et je dirais, voilà, vous êtes en train de faire une connerie,
arrêté de la faire, et comme je suis entré dans la discussion, je démissionne, enfin j'abdique au profit de mon fils ou de mon petit-fils. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi la reine ne fait pas ça. À quoi elle sert, franchement? Bon. Alors maintenant, la parole est dans la salle, il y a peut-être des questions, et avec un micro baladeur. Bonsoir, je suis Bruno Adrien, et je voudrais poser une question que vous n'avez pas abordée, c'est la réaction de l'Écosse dans cette perspective, même si elle doit durer 10 ans. Il y a quand même quelques personnes qui s'énervent beaucoup du côté d'Édimbourg en ce qui concerne l'avenir du Royaume-Uni. Que pensez-vous de la position de la Pologne, compte tenu qu'elle est féodée aux États-Unis, compte tenu de ses rapports extrêmement étroits avec les Britanniques depuis des décennies? J'aurais voulu savoir votre opinion à ce propos-là. Est-ce qu'il serait vraiment possible que Approchez, voilà. le Royaume-Uni devienne un autre Singapour, et si oui, quelles seraient les conséquences à ce moment-là pour lui? Dans les 600 pages et les 700 articles du divorce, qu'en est-il de la puissance militaire britannique? Oui, je n'ai pas évoqué les tensions avec l'Écosse. En réalité, les Écossais ont voté massivement, à plus, je crois, de 65%, pour rester dans l'Union. Et donc, ils voient dans le Brexit une nouvelle occasion de réclamer leur indépendance. Et ils ne sont pas les seuls. On voit que les Gallois se réveillent. Et donc, M. Matouk a raison, il a une nouvelle vocation, c'est de succéder à la reine d'Angleterre, parce que l'unité, l'intégrité du régime et du royaume est en cause. Car j'ai sous-estimé dans mon exposé les divisions que ça pose. L'Écosse est réellement européenne. Elle a déjà tenu un référendum et de peu, elle est restée dans l'Union. Le parti SNP qui la représente détient presque la quasi-totalité des sièges, et après ces élections-là, à mon avis, la quasi-totalité des sièges en Écosse, et a déjà annoncé que s'il y avait un Brexit, il demanderait l'organisation d'un nouveau référendum, parce que c'est compliqué, il faut l'accord du gouvernement et des autres États fédérés, mais pour sortir de l'Union. Alors, la dernière fois qu'il y avait eu cette tentative, nous avions expliqué que les traités européens ne permettaient pas de partager un État et qu'une partie d'un État reste dans l'Union pendant que l'autre le quitte. C'était le problème notamment de la Catalogne. Et donc les traités européens ne jouent pas à ça. Et donc s'il y avait un référendum et que l'Écosse décide de sortir de l'Union, il faudrait qu'elle demande son adhésion à nouveau, et vraisemblablement les liens économiques qu'elle a, notamment en matière pétrolière, avec l'Union européenne, vont dans le sens d'un intérêt commun de rester dans l'Union. Donc il y a un vrai problème d'unité, d'intégrité du Royaume qui est derrière cette affaire de Brexit et qui va même au-delà de l'Écosse. Puisque désormais, vous avez, y compris en République d'Irlande, y compris en Irlande du Nord, des gens qui réclament la réunification de l'Irlande à propos du Brexit. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'existentiel. Et ça rajoute aux angoisses des citoyens. La Pologne, la Pologne... Alors, la Pologne a d'abord 1 million de ressortissants au Royaume-Uni. Donc elle avait intérêt à jouer l'unité avec les 27 pour une négociation qui protège ses ressortissants. Deuxièmement, ses intérêts économiques avec le Royaume-Uni, ils sont inférieurs aux nôtres. J'ai oublié de dire qu'un Brexit, c'est une mauvaise nouvelle, je pense comme M. Matouk, mais surtout pour la France. Notre premier excédent commercial, c'est avec le Royaume-Uni. Le seul. C'est d'ailleurs le seul, malheureusement. 12 milliards d'euros chaque année. Donc pour la Bretagne, le Nord, etc., c'est extrêmement important. Et la Pologne n'a pas ces relations-là, mais sur l'affaire de ses citoyens, on ne l'a pas entendu, elle a joué l'unité à fond, et ça n'a rien à voir avec sa posture stratégique, qui est
de préférer les Américains aux Européens, en forme de défi, en quelque sorte, à l'axe franco-allemand, dont elle se méfie, surtout des Allemands, mais aussi des Français, puisque vous savez que dans le sentiment, comment dirais-je, dans l'inconscient polonais, dans la nostalgie polonaise, dans le sentiment victimaire de la Pologne, qui est quand même un pays qui a cessé d'exister pendant 300 ans dans son histoire, il y a toujours le sentiment d'avoir été poignardé dans le dos, d'avoir été trahi par ses alliés. Et donc, un jour où j'ai le tort devant mes amis polonais, qui sont pourtant des députés ou des ambassadeurs, de dire quand même on est entré en guerre pour vous défendre, qu'est-ce que j'avais pas dit, hein. Ils ont dit vous nous avez laissé partager entre la Russie et l'Allemagne, et vous êtes entré en guerre 6 mois plus tard d'ailleurs pour la perdre. Donc voilà. Donc c'est ça l'attirance avec les Américains, c'est qu'ils sont persuadés à tort, complètement à tort, que les Américains garantissent leur sécurité. Ils ont complètement tort, on pourra en reparler si vous voulez, j'en parle un peu là-dedans. Les meilleurs alliés sont les plus proches, parce que les intérêts sont partagés. Entre la France et l'Allemagne, s'il y avait un des deux pays qui était en difficulté militaire, ben l'autre, immédiatement, en serait affecté. Donc, si demain, il y avait à la frontière entre la Pologne, l'Ukraine et la Russie des troupes, des difficultés hybrides, des groupes bizarres, des petits hommes verts comme on a vu en Crimée, le président des États-Unis, quel qu'il soit, ne déclencherait pas la dissuasion nucléaire et ne mettrait pas en cause l'existence du Nebraska pour défendre la Pologne. C'est tellement évident. Mais on ne peut pas le dire aux Polonais parce que, une fois encore, leur histoire les a tellement marqués qu'il faut leur laisser le temps. Alors ils achètent des avions américains pour nous embêter, alors qu'on leur donne, dans les fonds structurels, on leur donne plus de 9 milliards d'euros par an pour développer leur économie. On a raison de le faire, parce que c'est notre intérêt, c'est nos entreprises qui aussi en profitent, et c'est la stabilité du continent. Enfin, en 7 ans, ça fait 86 milliards d'euros. Donc ça représente quand même beaucoup pour le contribuable européen, et pour les Polonais et les gouvernements polonais, y compris le gouvernement nationaliste qui est aux affaires actuellement, une ligne rouge à ne pas dépasser. Singapour sur Tamise, je l'ai évoqué, mais je ne crois pas. J'essayais de dire que je ne crois pas que ce soit possible, parce que nos intérêts sont tellement croisés, vous voyez qu'on a les moyens de représailles, n'est-ce pas ? Il suffit, je prends un exemple. S'il y avait un Brexit dur, du jour au lendemain, les avions britanniques ne peuvent pas survoler le territoire européen, ne peuvent pas s'y poser. Donc, on a déjà raisonnablement passé un accord pour dire qu'ils pourront continuer à voler et à se poser. Mais on pourrait dire que ce n'est pas le cas. Donc, il y a une agence spatiale européenne, une agence de sécurité aérienne qui dirige tout ça. D'ailleurs, dans la déclaration politique jointe à ce nouvel accord, Boris Johnson dit qu'il veut rester membre, il dit qu'il veut être membre de pratiquement toutes les agences européennes, sécurité sanitaire, les médicaments, l'agence du médicament, qui vont appliquer toutes les règles de précautions sur non seulement les médicaments, mais aussi la nourriture, les produits agricoles, etc. Donc, ils ont, pendant 46 ans, intégré toute la réglementation européenne. Les citoyens britanniques y sont attachés, que ce soit, par exemple, pour la protection des données personnelles. Ils appliquent le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, que nous avons désormais établi en Europe et que les Américains n'ont pas, et donc ils veulent le garder. Toute la réglementation environnementale, elle est parfois plus avancée au Royaume-Uni encore que chez nous. Quand vous essayez de faire construire une usine ou autre, la moindre petite tarentule doit être protégée au nom de la biodiversité.
Donc, si vous voulez, les Britanniques sont devenus européens sans s'en apercevoir. Bon. Et les citoyens y sont attachés. Donc, je ne crois pas que ce soit possible, mais en tout cas, si c'était le cas, nous avons les moyens, de représailles. Bon. Dernier point, l'aspect de défense et l'aspect militaire. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il voulait rester le plus proche possible de l'Union européenne, surtout à l'intérieur de l'OTAN, où c'est vrai, il est très actif et très présent. Il a des accords avec la France qui vont très loin, les accords de Lancaster House, signés par Nicolas Sarkozy, sont des accords de très forte intégration entre nos armées qui s'entraînent et qui disposent de forces d'intervention communes, qui partagent des expériences nucléaires, qui ont la même doctrine de dissuasion. Entre la France et le Royaume-Uni, on a déclaré que, vous savez, la dissuasion, la bombe nucléaire, c'est fait pour ne pas être utilisée. Donc, une menace de représailles si jamais quelqu'un est attaqué. Eh bien, on a une déclaration commune entre le Royaume-Uni et la France qui dit qu'on n'envisage pas de situation où les intérêts vitaux de l'un soient différents des intérêts vitaux de l'autre. Donc, une très forte alliance franco-britannique. Et la Fondation Schuman a proposé, il y a 3 ans, qu'on mette tout ça dans un traité entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qu'on embarquerait au passage, comme garantie de la sécurité européenne, pensant déjà que les Américains regardaient ailleurs. Et cette idée a été reprise par Theresa May et par le président Macron. Et il ne faut pas exclure qu'il y a un traité de sécurité qui, dans le cadre des relations communes, garantisse qu'on puisse à la fois être membre de l'OTAN, développer la défense européenne, qui est un peu en retard, et donc que le Royaume-Uni reste arrimé à l'Union européenne pour les questions de sécurité. L'évolution des Américains pousse en ce sens, parce que les Britanniques ont toujours, comme dit Churchill, préféré le grand large, l'Atlantique au continent. Et ça aussi, c'est quelque chose que je pourrais brièvement évoquer, mais dans l'inconscient britannique, chaque fois que le continent s'est unifié, ça a été une mauvaise nouvelle dans l'histoire. Napoléon, Hitler, etc. Et on a vu ressortir tout ça dans la campagne pour le référendum. Boris Johnson a dit la dernière fois c'était Hitler, puis avant c'était Napoléon, mais là on ne veut plus ça. Bon, c'est quand même dans l'inconscient collectif des peuples. Donc, voilà. Donc, mais c'est en train de changer parce que les Américains regardent tellement du côté de la Chine, sont tellement obnubilés que le Royaume-Uni, ses intérêts sont plutôt sur le continent, y compris en termes de sécurité. Alors on a des différences, ils sont très anti-russes, hein. En ce sens ils sont très américains, c'est pratique d'avoir un ennemi russe, personne ne croit que la Russie a les moyens d'envahir l'Europe aujourd'hui, et donc on ferait mieux de penser autrement, mais à ces nuances près, on a à peu près avec le Royaume-Uni la même idée du multilatéralisme, d'un monde organisé à travers des organisations internationales, et donc je pense que les relations resteront assez fortes. Je vous propose qu'on applaudisse à nouveau notre orateur. Je vais clôturer. Je vous rappelle le livre, si vous avez été très intéressé, d'après ce que j'ai vu. Donc, ce petit livre est à votre disposition ici.